Merci à vous tous d'être venus nombreux pour écouter un réalisateur que j'adore. Il le sait, ça fait des années qu'on se connaît. Je ne me lasse jamais de ses films que je vois, revois, re-revois. Il s'en étonne parfois, moi pas. J'adore ça. Cédric Clapiche. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'on se connaît, c'est vrai qu'on s'est livré à cet exercice à quelques reprises. Du coup, je me suis dit, je vais essayer d'innover. On ne sait pas ce que ça va donner. Vous allez être du voyage avec nous. On verra bien. Le dernier film en date de Cédric, c'est Encore. Qui a vu Encore? Ah ouais, quand même. C'est beau. Donc, ce qui prouve que Encore a été apparemment un succès ici et aussi un succès en France, alors que le cinéma est plutôt en berne. Et tu as réalisé l'exploit de faire un film sur la danse avec une inconnue et de faire en France 1 500 000 spectateurs, pas loin. 1,4 million. Moi, j'achèterai les billets manquants en rentrant. Voilà, 1 400 000 spectateurs. Ça t'étonne encore ou que l'attachement du public, parce que tu es un des rares réalisateurs français sur lesquels les gens vont voir les films sur ton nom, ça t'étonne ça ou En tout cas, il y a toujours une surprise. C'est-à-dire que la veille de la sortie du film, avec les distributeurs, avec Studio Canal, il m'avait dit t'étonne pas s'il n'y a pas beaucoup d'entrées. Qui était un truc gentil parce que, par rapport à la période, c'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui vont dans les salles et c'était vraiment pour que je ne m'effraie pas si ça faisait pas beaucoup d'entrées. Mais c'était aussi pour dire qu'on ne savait pas si ça allait marcher ou pas. C'est toujours impossible de savoir à l'avance. Donc oui, il y a toujours une espèce de surprise de savoir comment le public réagit. Ouais. et comment est né ce projet Encore? C'est vraiment un projet qui a été long à naître. C'est vraiment lié au fait que j'aime la danse et que j'ai toujours été voir des spectacles de danse depuis que je suis ado. J'avais un abonnement au Théâtre de la Ville à Paris qui montrait beaucoup de danse contemporaine. Donc dans les années 70-80, j'ai commencé à aller voir Caroline Carlson, Pina Bausch, Merce Cunningham, enfin les danseurs de cette époque-là. Et puis ensuite, j'ai découvert les danseurs belges. Il y a eu toute une vague de danseurs belges. Là maintenant, c'est les danseurs israéliens. Enfin, j'ai toujours suivi la danse, disons. Et je me suis rendu compte il y a quelques années que j'avais jamais utilisé cette connaissance, cette culture, disons, de la danse. Il y a 12 ans maintenant, j'ai fait un documentaire sur Aurélie Dupont, qui était danseuse étoile à l'époque et qui est devenue directrice de la danse et qui ne l'est plus depuis quelques mois. Et ce documentaire m'a fait découvrir l'Opéra de Paris, découvrir le fait que c'était à moitié de la danse contemporaine, à moitié de la danse classique. Et j'ai adoré cet endroit. Et donc, du coup, ça faisait depuis ce film, je me suis dit, il faut que je fasse un film de fiction qui intègre de la danse. Donc, j'ai essayé de trouver un sujet, une histoire qui puisse raconter des choses que je connaissais sur la danse. Et ça a mis donc 12 ans à exister, quoi. C'est-à-dire que d'une part, il a fallu que je trouve une danseuse. J'avais envie que ce soit une danseuse qui soit l'héroïne. Donc ça a été Marion Barbeau qui est danseuse à l'Opéra de Paris. Et puis il a fallu que je trouve un chorégraphe qui m'aide. Et à la fois une chorégraphe pour la partie classique et un chorégraphe pour la partie contemporaine. Et j'ai mis beaucoup de temps à trouver quelle était l'histoire qui pouvait me permettre de montrer de la danse dans un film. Pourtant, de la danse chez Clapiche, il y en a toujours eu. Ready? 1, 2, 3, slow, quick, quick, 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 slow. Et j'ai été. Alors, ce que vous venez de voir, Mambo, c'est. J'ai réalisé un documentaire sur Cédric il y a longtemps. Il m'avait tellement fait confiance qu'il m'avait donné une boîte et en me disant regarde ce qu'il y a là-dedans, je ne sais pas ce que c'est. Ce que c'était en fait les courts-métrages, certains qu'il avait fait durant l'adolescence, d'autres à New York pendant ses études. Ça, c'était à NYU, Voilà. et c'était le premier court-métrage que j'ai fait à NYU comme étudiant en cinéma. Donc c'est une vieillerie. Mais c'est une vieillerie que peu de gens ont. Enfin, vous n'en avez vu qu'un extrait, mais c'est une vieillerie que peu de gens ont vue. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, en revoyant le court-métrage, c'est que déjà la rencontre entre deux styles de danse
il y a d'un côté le mambo, et les gens qui savent danser le mambo l'apprennent à des gens qui sont de toutes les, en juste au corps. Enfin, c'est Ah oui, t'as raison. C'est fou. De l'intérêt de parler avec quelqu'un qui connaît bien mon cinéma, c'est qu'il non, enfin, j'étais impressionné par ton montage parce que je l'avais pas mal dit au moment de la promo de Encore qu'il y avait toujours un peu de danse dans mes films, mais là, là, il y en avait plus que ce que je pensais. Et c'est drôle de voir effectivement qu'il y a toujours eu un peu ça, un peu la danse dans tous les coins des films. Ouais. sauf un. Et alors là, ça m'a vraiment scié. Le Péril Jeune, c'est le seul où on ne danse pas. Ouais, il se défonce, mais il danse pas, c'est vrai. Ouais, Comme quoi, on ne peut pas tout faire. Hein. ouais, Voilà. ouais. Tu le disais, il a fallu que tu trouves un chorégraphe. Alors je sais jamais. Ofesh Shechter. Voilà, Ofesh Shechter. Et c'est amusant parce qu'il y a une sorte de collaboration un peu, je pensais, comme sur le premier West Side Story de Robert Wise et le chorégraphe extrêmement célèbre dont le nom m'échappe, bien sûr. C'était Collins. non, Robbins. c'est ça Robbins. Jérôme Jérôme Robbins. Robbins. Merci, madame. Comment ça s'est passé parce que entre vous deux? Alors ça, j'ai fait pas mal de captations de spectacles de danse à l'Opéra de Paris. Et il y a eu une captation qui a été importante. C'était 4 chorégraphes contemporains, ça s'appelait comme ça. Et il y avait Crystal Pite, James Thierry, Ofesh Shechter et Ivan Perez. Et Crystal Pite, c'était vraiment une rencontre. Et Ofesh Shechter aussi, ça a été vraiment des gens importants. Et Ofesh Shechter, en fait, on est devenus assez amis. Je me suis rendu compte qu'il connaissait bien mes films. En fait, il aimait beaucoup mes films et moi, j'aimais bien ce qu'il faisait comme chorégraphe. Donc, en fait, ça a tout de suite bien cliqué. Et on s'est revus. Il travaille à Londres. Il est depuis 20 ans à Londres. Et, et du coup, quand on s'est revus, j'ai senti que je pouvais travailler avec lui. En fait, moi, ça faisait longtemps que je cherchais un partenaire comme ça qui soit un chorégraphe. J'étais au lycée avec Philippe Decoufflet, pour ceux qui le connaissent, c'est un chorégraphe français. Et du coup, je pensais que j'allais faire un film avec lui, puis ça s'était pas fait. J'avais cherché avec certains chorégraphes anglais d'ailleurs à travailler. J'avais cherché avec Wim van de Kebus à un moment, un Belge. Et puis là, il y a quelque chose qui s'est fait un peu malgré nous, je dirais, c'est-à-dire qu'on s'entendait bien et du coup, il y avait vraiment une espèce de connivence. Et du coup, quand on a commencé à parler de faire un film, bah, c'est devenu possible et étrangement, c'est devenu encore plus possible avec le Covid parce qu'il y a eu un moment où presque pendant un an, les danseurs étaient à l'arrêt, les théâtres étaient fermés, les spectacles n'existaient plus. Et je pense que sans le Covid, il n'aurait pas pu le faire en fait. Parce qu'il était trop pris, il est tout le temps à voyager à travers le monde. Il était d'ailleurs à Montréal il y a une semaine, je crois. Et du coup, si je peux dire, on a eu la chance qu'il y ait le Covid, parce que j'ai eu des danseurs disponibles, j'ai eu des théâtres disponibles, et donc en fait, ce film a été possible grâce à la crise sanitaire, quoi. Revenons à Mambo, donc ce court-métrage, le premier court-métrage que tu fais à New York. Comment t'es venu l'idée de devenir réalisateur? Parce que d'abord, il y avait la photo qui était importante pour toi quand tu étais ado. Oui, moi j'ai commencé à faire de la photo très jeune, vers 12 ans. Et donc quand j'étais ado, je commençais à faire des expos de photos au lycée, tout ça. Donc j'étais très attiré par la photo. Et j'ai fait des études littéraires. J'étais à la fac de cinéma à Paris. Puis ensuite, j'ai fait 2 ans dans cette école de cinéma à New York, à NYU. Et en rentrant dans cette école de cinéma, donc j'avais 23 ans, je savais pas si j'allais plutôt être chef opérateur ou réalisateur. J'avais déjà bifurqué par rapport à mes idées sur la photo, c'est-à-dire qu'il y a un moment je voulais être photographe, et là, quand j'étais à NYU, j'ai été beaucoup caméraman et chef opérateur pour d'autres réalisateurs. Et puis il y a un moment où, en réalisant des courts-métrages, notamment In Transit, qui était mon court-métrage d'école, disons, j'ai compris qu'en fait c'est ça que je voulais faire. Donc j'ai compris que je voulais être réalisateur et que j'avais envie de raconter des histoires avec des images. Donc ça a commencé comme ça. Et ce qui est assez étrange, c'est que dans les premiers films, je m'interdisais un peu de faire des belles images. Il y avait quelque chose qui faisait que ce que je connaissais de la photographie ou du côté visuel, j'avais envie de mettre ça de côté. Et j'avais une sorte de retard par rapport à l'écriture du scénario, par rapport à la direction d'acteur, et où je me disais, il faut que tu mettes l'accent là-dessus. Et donc, certainement, les 3-4 premiers films que j'ai faits, j'essayais
de pas utiliser trop les images, ce qui était assez étrange. Et pourtant, quand tu rentres en France, tu fais un court-métrage qui est vraiment marquant, important, qui s'intitule Ce qui me meut, ce qui devient même d'ailleurs le nom de ta société de production. Et ce court-métrage, c'est un court-métrage sur l'homme qui, en gros, invente l'image en mouvement. Et, enfin, qui est un faux documentaire sur une personne qui a vraiment existé. Oui, ça, c'est sur Étienne Jules Marais, qui est celui qui était un savant qui étudiait la locomotion des animaux et de l'être humain, et qui, pour étudier la locomotion, a commencé à utiliser la photographie, puis a essayé de mettre en mouvement la photographie. Donc il a inventé ce qu'on appelle la chronophotographie. Et en fait, il a inventé la première caméra qui a été utilisée ensuite par les frères Lumière. Donc en fait, l'objet, la caméra des frères Lumière, ça a été inventé par cet homme-là. Donc, il s'appelle Étienne Jules Marais, et donc il est considéré comme un des pionniers du cinéma. Alors vous savez, il y a une espèce de bagarre entre les Américains et les Français, pas que sur le cinéma, mais pour savoir qui a inventé le cinéma. Mais donc c'est en France que ça a été inventé. Et donc en tout cas, voilà, c'était intéressant de faire un film sur lui et sur le fait de commencer moi ma carrière de réalisateur sur celui qui a inventé le cinéma. Il y avait quelque chose que j'aimais bien, et j'ai fait un peu comme ce que Woody Allen a fait avec Zelig, de faire un faux documentaire. Et donc c'est un faux documentaire sur l'invention du cinéma. Et ce qui était étrange, c'est que les gens y croyaient. Et au début du film, on disait voilà, on a retrouvé une archive, on a vu un film sur celui qui a inventé le cinéma, et les gens disaient ah bon, c'est fou ça. Et c'était assez drôle de voir à quel point les gens croyaient à ce court métrage, quoi. Et ce qui est amusant, c'est qu'au début donc, de ce faux documentaire, il y a un discours à l'Académie française, un vieil homme qui fait un discours sur Étienne Jules Marais. Et dans ce discours, en fait, il y a, je crois, les bases de ton cinéma. Dans ce discours, il y a question de jeunesse, de chercher, et je sais que c'est quelque chose, c'est un verbe qui est important pour toi, parce que tu cherches souvent sur tes films, et il est question de mouvement. C'est des choses qui sont importantes pour toi. Ouais, non, c'est vrai. Alors ça, c'est peut-être l'héritage de mon père, qui était un chercheur scientifique. Et je me rappelle dans son bureau, c'était au CERN à Genève, pour ceux qui connaissent. Il y avait un écriteau, il y avait marqué les vrais chercheurs ne savent pas ce qu'ils cherchent. Et je me sens un peu comme ça, en fait. C'est-à-dire que quand j'écris un scénario ou quand je fais un film, il y a beaucoup de gens qui font un scénario et qui, du coup, mettent sur le papier quelque chose qu'ils ont envie de faire, et ensuite, ils filment ce qu'ils ont écrit. Je ne fais jamais ça. C'est-à-dire que moi, je mets des espèces de bribes d'idées, et je continue à chercher pendant le tournage pour essayer d'améliorer les choses. Donc il n'y a pas la notion d'avoir un rêve et essayer de réaliser un rêve. Il y a vraiment la notion de chercher un sens, une histoire, une mise en sens. Souvent j'ai dit que j'aimais pas trop le mot mise en scène, mais que j'aimais bien le mot mise en sens. C'est-à-dire qu'on cherche à mettre du sens dans une histoire, dans des images. Donc cette notion de chercher, elle est importante, ouais. Est-ce que toi, quand tu revois, si jamais tu le revois, Ce qui me meut, tu vois déjà tu reconnais des choses de ton cinéma? Oui, non, c'est vrai. Enfin, bon, tout ce que tu dis est juste, hein, mais même, d'ailleurs, j'avais oublié qu'il y avait de la danse dans ce premier court-métrage. C'est drôle de voir à quel point, oui, dans les premiers films, il y a souvent dit, il y a tout le reste. Et je me suis souvent dit, d'ailleurs, que mon premier long-métrage, Rien du tout, c'était le titre qu'on pourrait donner à tous mes films. C'est-à-dire que c'est finalement ça qui m'intéresse. C'est le fait de parler de l'individu au milieu d'un groupe, et en considérant que l'individu n'est rien, en fait. Et qu'il y a une relation entre le fait qu'on est soi-même rien et qu'on essaye de toucher à quelque chose qui est universel ou global. Donc il y a toujours une espèce de dialogue entre les deux. Donc c'est vrai que les choses qu'on fait au début de sa carrière, elles sont forcément très concentrées, et elles contiennent plein de choses qui vont se développer ensuite, quoi. Y compris le titre. Parce qu'il y a quand même, tes films ont des titres qui sont pas communs. Là, c'est Ce qui me meut. Après, Rien du tout. Apparemment, comme ça, non, sauf que c'est rien au pluriel, c'est rien avec un S, du tout,
Et puis après, il y a l'auberge espagnole, les poupées russes, casse-tête chinois. Mais récemment, 2 mois encore. D'où ça sort tous ces jeux de mots? Euh, non, c'est-à-dire que j'aime bien le fait qu'un titre soit comme un haïku japonais. C'est-à-dire qu'en fait, avec peu de mots, il y a une espèce d'évocation de plein de choses. Parfois, j'étais un peu trop conceptuel. C'est sorti d'une sorte de proverbe suisse, ni pour ni contre, bien au contraire. C'est une expression, je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire, et je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et donc, le film que j'ai fait, qui est un film de gangster, qui est un film heist movie, comme disent les Américains, euh, je trouvais ça drôle de l'appeler comme ça, parce que ça remettait en question la morale, et que du coup, il y a vraiment c'est pas un film sur le bien et le mal, c'est un film sur le fait qu'on ne sait pas bien qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, quoi. Alors donc ce court-métrage, ce qui me meut, Étienne Jules Marais, le mouvement, la jeunesse, la course qui est un élément important aussi des films de Cédric Clapiche. Parce que dans la vie de Cédric Clapiche, il n'y a pas que la danse, il y a eu aussi l'athlétisme. Il y a eu plus d'athlétisme que Que de de danse. danse. Non, j'ai fait de l'athlétisme jusqu'à 18-19 ans, et j'étais deuxième au championnat de Paris en 100 mètres. Hein, donc, euh, euh, La médaille t'attend. donc j'ai une carrière ratée en athlétisme. Ouais, non, j'avais vraiment la sensation. J'ai fait du saut à la perche en fait, hein, de 11 ans jusqu'à 18 ans. Et quand j'ai arrêté, j'ai vraiment eu la sensation, parce que j'abandonnais ce truc-là, que il y avait voilà, que ma vraie vie s'arrêtait, quoi, et que donc ce que je raconte d'ailleurs dans Encore, sur le fait que elle a l'impression qu'elle pourra plus danser et qu'elle est obligée d'inventer une nouvelle vie, c'est vraiment tiré de ce souvenir adolescent, de se dire bon, je vais pas faire ce dont j'ai rêvé pendant toute mon adolescence, je vais faire autre chose. Et puis bon, je suis pas mécontent de faire du cinéma. Ouais. Mais justement, si j'ai pas spécialement envie de savoir qu'est-ce qui fait courir Cédric Lapiche, en revanche, qu'est-ce qu'il fait filmer? Comment naissent souvent les envies de film chez toi? Euh, Non, je reviens juste sur le truc de la course, parce que effectivement, ma maison de production s'appelle Ce qui me meut. Le court-métrage dont vous avez une partie s'appelle Ce qui me meut. Ce qui me fait bouger, en fait, je suis parti de l'anglais What moves me, et j'aimais bien le jeu de mots. Qu'est-ce qui me fait bouger, qu'est-ce qui m'émeut. Et donc, parce que pour moi, c'est ça, ça résume le cinéma. C'est qu'il y a une émotion, et dans le mot émotion, il y a le fait de bouger, et dans le mot cinématographie, ça veut dire écrire avec du mouvement. Et donc il y a une espèce de cohérence de tout ça. Et donc c'est pour ça que c'est aussi important pour moi. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'était quoi ta question? Non, mais elle peut venir. C'est pas grave, Ouais. c'est bien quand même. Non, ce que je disais, c'est qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui déclenche chez toi l'envie de Ah oui. filmer? C'est différent à chaque fois, en fait, parce que c'est assez compliqué de savoir au moment, et je suis en train d'ailleurs de commencer à mettre en place un nouveau projet, et on part sur des intuitions, c'est complètement intuitif, quoi. Là, donc encore, il y avait vraiment le côté, ça fait plus de 15 ans que j'avais envie de faire un film sur la danse, et donc je me dis, je voudrais faire un film sur la danse, puis on essaie de trouver l'histoire qui va mettre ça en place. Il y a un moment, quand j'ai fait, je sais pas, Ma part du gâteau, c'était suite à la crise de 2008, où je voyais qu'il y avait une crise sociale qui remplaçait la crise économique, et je me suis dit, il faut que je parle de ça. C'était la seule fois où je me suis collé, disons, à l'actualité. Et puis, il y a Chacun cherche son chat, c'est vraiment lié à une histoire qu'on m'a racontée, où j'avais envie de faire un court-métrage sur Paris. Et il y a cette histoire de chat perdu, où il y avait une fille qui avait perdu son chat. Elle a découvert son quartier en perdant son chat. Et je me suis dit, ça, c'est un bon point de départ. Donc, en fait, c'est le désir de parler de Paris, et puis du coup, de trouver l'histoire qui va permettre de faire ça. Il y a des fois des choses qu'on me propose, Un air de famille, Le péril jeune. On m'a dit, est-ce que tu veux faire un film sur un lycée dans les années 70? Un air de famille, donc c'était une pièce de théâtre qui existait. En fait, il y a une espèce de rencontre avec... Donc, l'auberge espagnole, c'est clairement quelque chose qui faisait que j'avais envie d'utiliser ce que j'avais vécu en étant un Français étranger à New York, et où je voulais parler de qu'est-ce que c'est quand on est étudiant à l'étranger. Et donc,
ça combiné avec le fait que j'ai été voir ma sœur qui a fait Erasmus à Barcelone et qui partageait un appartement avec 5 personnes qui parlaient des langues différentes. Et où pendant la semaine où je suis resté chez ma sœur, je me suis dit, voilà, ça c'est un sujet de film. Donc il y a des espèces de désirs enfouis comme ça, et puis ça se concrétise. Et j'ai souvent dit d'ailleurs qu'un scénario est une boîte à désirs et qu'on met différents désirs. Donc j'avais envie de tourner à Barcelone, ensuite j'ai eu envie de tourner à Saint-Pétersbourg, ensuite j'ai eu envie de tourner à New York. Donc il peut y avoir des lieux qui donnent envie. J'ai eu envie de tourner en Bourgogne et de faire un film sur le vin. Il y avait le fait de vouloir tourner avec Pio Marmaille dans ce film-là, puis François Civil. Et, donc il y a des fois des envies d'acteurs, et parfois c'est presque en partant d'un acteur qu'on se dit je vais inventer une histoire autour de cet acteur. Donc c'est super variable, et souvent c'est comment on arrive à combiner des désirs qu'on a en se disant je vais tourner à cet endroit-là, j'aurai cet acteur-là, et j'ai envie de raconter une histoire qui raconte à peu près ça, et il y a un moment c'est totalement diffus, et puis il y a un moment ça commence à se préciser, donc c'est vraiment une somme de désirs en tout cas. Ouais. Et puis le cinéma, c'est aussi souvent l'occasion de faire la fête. En revoyant les films, je suis tombé sur un bonus de Chacun cherche son chat, où pardon, la comédienne, l'héroïne du film, voilà, et disait ah, c'est marrant, j'ai rencontré, je vous jure que c'est vrai, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps un Québécois dans le métro qui est venu directement vers moi et qui m'a dit comment il fait Clapiche pour que ce soit aussi naturel. Donc, je repose la question parce que ça, c'est vachement dur à faire pour qu'une fête ait l'air d'une fête. Qu'est-ce qui se passe sur tes plateaux pour que ça soit aussi naturel? Vous le répéterez pas. Hein. Alors en Bourgogne, c'était assez facile. C'était difficile de s'arrêter de faire la fête. Non, bah, y a ça, ça part de l'ambiance. Moi, j'aime bien mélanger le fait ce qui se passe sur un tournage avec les scènes qu'il y a à tourner. Et que c'est vrai que il y a eu pas mal de fois sur les films. L'Auberge espagnole, c'était les gens du tournage sont super bien entendus entre eux, ce qui fait d'ailleurs. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai continué à faire Les Poupées Russes puis Casse-tête chinois. C'est-à-dire qu'il y avait un groupe qui avait été créé. Je me suis dit, je ne peux pas les laisser comme ça. Ils avaient envie de se revoir et moi de les revoir. Donc il y a ça, il y a un truc d'ambiance, quoi. Et du coup, on a envie d'utiliser ça dans l'image. Après, il y a vraiment des techniques pour filmer des fêtes. Moi, je dirais... parce que les trucs de groupe en général c'est compliqué, puis là effectivement ça fait pas mal de films que je le fais, donc il y a une espèce d'habitude de comment filmer des choses, à la fois pour la lumière, pour la figuration, pour le rapport des acteurs et la figuration, pour mélanger de la danse avec des dialogues ou du son. Enfin voilà, il y a des trucs qui sont assez techniques en fait, et donc du coup voilà, au bout de quelques films on maîtrise mieux ça, quoi. Tu parles du groupe. On peut comprendre le groupe devant la caméra, mais il y a aussi un groupe derrière la caméra, parce qu'il y a beaucoup de tes collaborateurs avec qui tu tournes, sauf les chefs-op, où tu aimes changer. Mais alors, ils aiment changer aussi. Non, il y a eu pas mal de fois où il y a des gens avec qui j'avais envie de retravailler, puis ils sont partis aux États-Unis, où ils allaient avec d'autres gens. Il y a des chefs opérateurs qui m'ont dit je n'ai pas envie de devenir le chef opérateur de Cédric Clapiche. Donc voilà, les chefs opérateurs, c'était pas forcément un choix. Mais c'était plutôt bien de changer. Et là, dernièrement, en plus, moi j'ai travaillé avec des hommes et des femmes, et là je vois bien qu'il y a vraiment des fois où je me dis c'est intéressant d'avoir le regard d'une femme, d'avoir une femme chef-op, ou d'avoir le regard d'un homme. Donc suivant les films, il y a des choix comme ça qui sont intéressants de passer d'une personne à une autre. Ouais. Mais là encore une fois, il y a beaucoup de collaborateurs avec qui tu tournes depuis longtemps. Oui, il y a les deux. Hein. C'est comme les acteurs. Il y a des acteurs qui restent et des acteurs qui arrivent. Mais c'est vrai que l'ingénieur du son, il est là depuis très longtemps. Il y a eu le photographe de plateau qui était là pendant longtemps.
Il y a eu Ta costumière. ma costumière, il y a eu ma script. Enfin, voilà, j'aime bien effectivement garder des gens qui sont proches et avec qui il y a quelque chose de rapide qui se fait parce qu'on se connaît par cœur et ça va très vite. Effectivement, pour les costumes, pour le son, c'est vraiment le cas. Ouais. Alors on dit le son, mais dans les films de Cédric Lapiche, il y a aussi de la musique. Alors, dans le dernier extrait, vous avez vu, il y a un batteur qui joue dans le métro, et juste à côté, il y a un homme qu'on aperçoit, et cet homme, c'est Loïc Dury. Loïc Dury, qui a composé beaucoup des musiques de tes films avec Ouais, Christophe Minck. on a commencé à travailler ensemble en 99, donc il y a très longtemps. Et il a fait la musique de Peut-être, et puis depuis, il a fait toutes les musiques de mes films, à part Encore, où c'était le chorégraphe Ophel Schechter qui fait ses propres musiques. Mais donc, je ne sais pas même combien de films on a fait ensemble, mais ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Là, on vient de finir, donc j'ai fait une série qui s'appelle Salade grecque et qui va sortir au printemps, là. Et donc, il a fait des kilomètres de musique pour cette série. Donc, on vient de finir ça et c'est vraiment un compagnon important parce que la musique est très importante dans mes films, le rapport de la musique avec les images. Ouais. Pourtant, au début, c'était plutôt de la musique de source, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de musique composée pour le film. Et il y a même eu, enfin, je me souviens de la sortie de Chacun cherche son chat, et la bande originale était vraiment, enfin, avait cartonné, et c'était vraiment l'exemple, c'était même devenu un exemple dans le cinéma français de ce qu'il fallait faire avec une BO. Pourquoi ça a mis aussi longtemps finalement d'avoir quelqu'un, d'avoir le fameux troisième auteur C'est ça, c'est un peu comme ce que je racontais sur le chorégraphe, c'est que pour certaines choses, ça a été le cas avec des scénaristes aussi. C'est compliqué de trouver des gens avec qui on peut collaborer. Et il y a vraiment des collaborateurs. On parlait des chefs opérateurs, les monteurs aussi, c'est des vrais collaborateurs. Et c'est compliqué de trouver des gens avec qui on est en connivence profonde. Et là, sur la musique, là, c'est vraiment, c'est encore plus compliqué parce que la musique, c'est pas logique, quoi. Donc, c'est pas rationnel. Donc, le fait de trouver quelqu'un avec qui il y a une connivence musicale, avec en plus le fait que ça change beaucoup d'un film à l'autre, parce que des fois c'est du hip-hop, des fois c'est du jazz, des fois c'est on change beaucoup de style de musique avec Loïc Dury. Et le truc, c'est qu'on a la même culture musicale assez éclectique. Et il était ce qu'on appelle programmateur sur Radio Nova. Donc c'était lui qui choisissait la musique sur Radio Nova. Et dans Chacun cherche son chat, il y a une musique qui était de la world music, c'est un Angolais qui s'appelle Bonga, et qui est une musique qui avait beaucoup marqué dans cette BO et qui était en fait qu'il avait mis sur Radio Nova. Et je l'avais entendu sur Radio Nova. Donc avant même de le connaître, il m'avait déjà influencé. Et donc on avait collaboré sans le savoir. Et c'était drôle de voir à quel point vraiment il y a des goûts musicaux qu'on a en commun, quoi. Ouais. Tu parlais de montage, tu montes en musique? Parfois oui, il y a vraiment des choses. La seule fois où il y a eu une musique préexistante, c'était avec la musique de Daft Punk dans l'auberge espagnole quand ils sortent de la boîte. Où là, en fait, Romain Duris était assez copain avec un des deux, Daft Punk, avec Thomas Bangalter. Et du coup, on a eu accès à la musique et je l'avais sur le tournage. Et là, j'ai carrément fait jouer les acteurs sur la musique, sans qu'il y ait vraiment une synchronicité, mais en tout cas, ils avaient l'humeur de la musique, de la scène, ce qui était assez important. Et donc après, oui, on monte en musique dessus. Et parfois, quand on n'a pas encore la musique, parce que là, très souvent, là maintenant, il y a des musiques que Loïc compose, et donc au début du montage, on les a pas. Donc souvent, on pose d'autres musiques, et parfois, on a du mal à les enlever, les musiques qu'on met. Donc c'est des fois, on met la barre haute, forcément, on met une musique, et du coup, Loïc met du temps à pouvoir la remplacer, parce qu'on essaye à chaque fois de remplacer ce qu'on met au montage. Alors, dans les films de Cédric Lapiche, donc, je récapitule, il y a de la danse, il y a de la course, il y a de la musique, il y a de la fête, mais il n'y a pas beaucoup de cinéma. Alors, c'est vrai que chez beaucoup de réalisateurs, le cinéma en lui-même est souvent un sujet
un sujet de fiction. Alors même si tu l'as abordé d'une certaine façon avec Ce qui me meut, mais tu as finalement abordé plus le monde du cinéma dans 10%, série dont tu as été le directeur artistique sur la première saison. Et donc, en gros, tu as donné le top départ de cette série qui a connu un succès immense, qui a été adapté d'ailleurs ici au Québec. J'appelle mon agent, comment ça s'appelle ici? Appelez mon Appelez agent. mon agent, ouais. Le cinéma. Oui, non, mais c'est vrai. Dans le Périgeon, il devait y avoir une séance de cinéma où les copains là, allaient au cinéma ensemble. Puis on l'a coupé au scénario, on l'a pas coupé au montage. Mais c'est vrai que. Mais il faut que je mette du cinéma dans mes films. Mais parce qu'en plus, je ne sais pas si vous connaissez ici, mais Cédric fait partie des gens qui ont lancé une plateforme qui s'appelle Cinétech. Ouais, lacinétech.com. Lacinétech.com en France. Je ne sais pas si elle est disponible ici, peut-être pas pour des raisons et de d'ailleurs, droit. on cherche à créer, parce qu'on essaye de rendre ça international, et donc il y a plusieurs pays européens maintenant qui ont créé la même plateforme. Donc il y a en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en Autriche. Et du coup, on adorerait que ça existe au Québec notamment. Et c'est une plateforme donc, pour voir des vieux films. Et ça a été créé il y a 8 ans environ. Et c'est super bien. Il y a un moment méta au possible qu'on vient dans un extrait qu'on vient de voir. C'est l'extrait de Peut-être, avec Romain Duris qui est devant l'affiche de Pierre Woulfou. Et comme vous le savez, c'est un film dans lequel Jean-Paul Belmondo lui donnait la réplique, puisqu'il jouait le futur fils de Romain Duris. C'était comment de tourner avec Belmondo ? Et c'est comment pour toi les occasions sont assez rares de tourner, ont été assez rares pardon, dans ta carrière, de tourner avec des acteurs qui ont déjà une vraie notoriété. Je pense à Juliette Binoche, par exemple, avec qui t'as pas, alors que Karine Viard, tu as tourné avec elle dès ses débuts, par exemple, ou enfin, il y en a plein d'autres comme ça. C'était comment donc de tourner avec quelqu'un qui avait cette notoriété-là ? C'était fou, quoi, parce que moi, c'est vraiment l'acteur qui me faisait rêver quand j'étais petit, quoi. Donc, pratiquement un des premiers films que j'étais voir avec mon père, Belmondo, et donc, il y avait une espèce de représentation symbolique forte de travailler avec lui. Je me rappelle le premier jour, c'était totalement, c'était fou, quoi. Et donc, en plus, c'est presque le dernier film qu'il a fait parce qu'il a eu son accident peu de temps après. Et je suis vraiment fier et maintenant ému d'avoir travaillé avec lui. Et je pense que c'est pareil pour Romain Duris. Le truc, c'est qu'il était tellement connu qu'il avait presque, on se demandait s'il était réel, quoi. C'est-à-dire on avait la sensation de travailler avec une légende, et donc il y avait vraiment quelque chose d'un peu irréel sur le plateau. Je me rappelle d'une scène où c'était Léa Drucker. Il devait prendre Léa Drucker et l'envoyer contre un mur. Et donc on avait préparé, évidemment, elle tombait sur un matelas et tout ça. Et il l'avait pris et il l'a vraiment envoyé, quoi, Jean-Paul Belmondo, quoi. Et donc on va tous la voir en disant ça va. Elle a dit oh ouais, j'adore. Et c'était ça, c'était le truc où il pouvait faire ce qu'il voulait, quoi. Et parce que c'était Jean-Paul Belmondo et avec tout le monde c'était comme ça, quoi. C'était vraiment impressionnant de travailler avec lui. Et à l'époque, je pense que Romain, il devait avoir 25 ans, je pense, Romain. Et je crois que c'était le premier jour de tournage, il devait lui donner une gifle, puisque donc c'était censé être le fils de Romain Duris. Il y a un côté un peu fantastique, disons, dans le film, où il rencontre son fils. Et donc, il devait lui donner une baffe. Et puis Romain, il n'y arrivait pas, quoi. Il disait c'est trop difficile. Et puis il y a Jean-Paul Belmondo qui l'a pris dans un coin et qui lui a expliqué qu'il fallait qu'il mette une baffe vraiment. Et puis donc il a fait la prise et puis Jean-Paul à la fin de la journée il dit j'ai pas osé te le dire tout à l'heure mais c'est la première vraie baffe que je me suis pris. Et du coup c'était vachement mignon qu'il l'ait pas dit avant parce qu'il savait que ça allait intimider Romain, quoi. Il avait un côté très gentil dans le travail. Alors, tu disais que dans le film, oui, donc peut-être, il y a aussi Léa Drucker, mais il y a Emmanuel DeVos, il y a Olivier Gourmet, il y a Vincent Elbaz. Vincent Elbaz, mais Vincent qui était un petit peu connu grâce au Péril Jeune, mais des gens qu'on ne connaissait pas encore vraiment. Bref, tu es vraiment un découvreur de talent, mais le talent que tu as vraiment découvert, c'est forcément lui. Romain Duris. Allez-y.
C'est une expérience peu commune dans la vie d'un réalisateur de travailler à la fois aussi souvent avec un acteur et qui plus est, de travailler sur le même personnage à plusieurs reprises. Et même là, vous vous êtes retrouvé sur Salade grecque. C'est vrai que vous pourrez voir, enfin je pense, puisqu'elle sera diffusée sur Amazon Prime, donc pour ceux qui ont Amazon Prime, vous pourrez découvrir, je pense en 2023, vous pourrez découvrir cette série. Euh, c'est comment de retravailler comme ça avec le même acteur? Bah, c'est intéressant. Alors c'est encore une fois une histoire de connivence et de complicité. Moi, on m'a souvent demandé est-ce que c'est ton alter ego, et je n'ai jamais considéré comme un alter ego. C'est juste quelqu'un avec qui je travaille bien, avec qui il y a une complicité de jeu, d'humour, et là, en faisant Salade grecque, je me suis rendu compte que ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas travaillé ensemble. Donc on a fait 7 films ensemble, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas travaillé ensemble. Et puis là, cette série est sur les enfants de Romain Duris. C'est la suite donc de l'Auberge espagnole, Les Poupées russes et Casse-tête chinois. Et donc les deux petits-enfants qu'on voit dans Casse-tête chinois, qui ont 4 et 9 ans, ben là, ils ont 22 et 26 ans. Et d'ailleurs, c'est Alyosha Schneider qui joue son fils. Et est-ce qu'il y a la famille de Alyosha qui est là? Ah, oui. Donc il y a la maman et le frère de Alyosha qui sont là. Bonjour. Et donc Alyosha joue le fils de Romain Duris, donc la saga continue. Et c'est vrai que c'était très émouvant de retrouver Romain et de refaire un 4e volet de cette série. Enfin, c'était super émouvant pour nous deux de retravailler là-dessus. Ouais. Comment tu choisis tes acteurs? Qu'est-ce qui fait que tu sens que c'est le bon? Il y a parfois, c'est arrivé 2 fois avec Bruno Lévy, qui est devenu mon producteur et qui était avant mon directeur de casting, où il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce et on se dit c'est la personne. Il y a eu ça avec Vincent Elbaz, il nous a dit bonjour, on s'est regardé avec Bruno, on s'est dit ok, c'est Chabert. Donc c'était pour Le Péril jeune. Et il y a eu ça avec Kelly Riley, où elle est rentrée pareil, elle nous a dit hello, et on s'est dit voilà, c'est Wendy. Et puis après, c'est vérifié évidemment par l'audition et par le travail qu'on fait avec la personne. Mais il y a ça quand même, parce qu'on en a parlé l'autre jour justement sur Romain Duris, où il y avait une intuition que Romain il était intéressant pour Le Péril jeune. Je savais que ça ne serait pas un acteur, ce personnage-là. C'était lié au personnage du film, où je me suis dit, un acteur, il fallait que quelqu'un qui ait entre 17 et 20 ans, disons. Je me suis dit, a priori, ça ne va pas être quelqu'un qui est élève acteur ou qui est acteur. Je me suis dit, c'est soit un musicien, soit quelqu'un qui vient de la rue. Ça a été quelqu'un qui venait de la rue, puisque Romain... non seulement Bruno l'a trouvé dans la rue, mais il voulait pas jouer. Donc il a fallu le traîner dans la salle de casting. Il voulait livrer des pizzas. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, et justement, c'était ça le personnage, quoi. C'était quelqu'un qui n'avait pas envie d'être acteur, quoi. Et donc, parfois, là, par exemple, Marion Barbeau dans Encore, il fallait que ce soit quelqu'un qui soit une bonne danseuse, soit quelqu'un qui puisse danser à la fois de la danse classique, de la danse contemporaine. Donc, j'avais pas des milliers d'options. Donc, j'ai vu une vingtaine de filles. Et dans les 20, il n'y avait que Marion, quoi, qui pouvait jouer ça. Et je ne peux pas dire qu'elle était extraordinaire au casting, mais on y a cru tout de suite. C'est-à-dire qu'on s'est dit... et puis en plus, je savais que les danseurs, c'est des gens qui travaillent. Et donc, je savais que ce que je voyais... Aux acteurs. Ouais, mais je le dis très ouvertement, même s'il y a des acteurs dans la salle. Non, c'est fou la dose de travail que les danseurs mettent dans leur travail, qu'aucun acteur ne met. Je connais beaucoup d'acteurs qui travaillent beaucoup, mais il n'y a pas d'équivalence, quoi. Et du coup, il s'est passé ça avec elle, c'est qu'elle a beaucoup travaillé. Ça s'est passé, je crois, 3 mois avant qu'elle joue qu'on commence le tournage. Et pendant ces 3 mois-là, elle a fait une espèce de stage accéléré. Elle est devenue actrice. Et j'ai cru à ça. Donc dans le casting, il y a des choses qu'on vérifie au casting, mais il y a des choses qu'on ne peut pas voir à l'audition. On est obligé de parier un peu, quoi, sur des choses. Et donc là, en l'occurrence, c'était un vrai pari, quoi. Ouais. Et puis des fois, ces gens sur lesquels on parie amènent un supplément de grâce au film. Ouais. Et je sais que tu me l'as dit, et ça a été le cas 2 fois et dans des circonstances particulières.
Et c'est magique parce qu'il y a 2 regards caméra en plus. Non, c'est drôle que tu aies choisi ces 2 exemples-là parce que en voyant ça, il n'y a que eux qui peuvent jouer ça. Et d'ailleurs, c'est même plus du jeu, j'ai une espèce de théorie maintenant, il faudrait que je t'en parle d'ailleurs. Euh, Dans le jeu, il y a deux sortes d'acteurs. Il y a les acteurs de l'être et les acteurs du faire. Et les acteurs de l'être, c'est ce qu'on vient de voir, c'est des gens qui sont ce qu'ils sont. Et que des fois, il y a besoin de les filmer, et c'est juste ça. C'est-à-dire que dans ce qui se passe avec Romain Duris, comment il sourit, comment il arrête de sourire, et qu'à la fin, il y a une espèce d'intensité de sa façon de faire la gueule presque, et que ça se passe en 5 secondes, et que voilà, ça lui appartient, personne ne peut jouer ça, c'est ce qu'il est, quoi. Et même chose avec Marion, je disais souvent aux gens quand je parlais du film, le premier plan, c'est quelqu'un qui lève un bras, personne ne lève un bras comme ça. Et c'est juste lever un bras. Et donc, dans ce qui se passe, dans le rapport de on voit son bras, ensuite on voit son visage, il n'y a qu'elle qui peut être ça, quoi. Donc ça, c'est les acteurs de l'être. Et puis les acteurs du faire, c'est les gens qui fabriquent et qui arrivent à composer un personnage et qui ne sont pas ce qu'ils vont être au final dans le film. Ça, c'est beaucoup les acteurs américains qui sont grands spécialistes de ça. Et où ils fabriquent quelque chose, et parfois c'est extraordinaire le degré de fabrication qu'ils arrivent à faire. Et c'est très opposé, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs pour les acteurs de l'être, et il y a des acteurs pour les acteurs du faire, et parfois on va chercher les uns, parfois on va chercher les autres, parce que le cinéma a besoin des deux, quoi. Mais en tout cas, oui, ça c'est vraiment 2 exemples où c'est presque plus la personne que l'acteur qu'on cherche, quoi. Et en plus, enfin, tu m'avais dit, je crois que, j'en suis sûr pour le cas de Romain, que c'est un plan qui a été fait miraculeusement. Ouais, c'est un plan. Je remercierai jamais assez mon assistant, c'était Jacques Royer à l'époque. Je lui avais parlé de ce plan-là, et c'est donc à la fin du film. Et je me rappelle, c'était un vendredi soir, il y avait tout le monde qui voulait partir. Donc il y avait déjà les gens qui avaient rempli les camions, et puis Jacques me dit, t'avais pas parlé d'un plan où que tu voulais faire au ralenti, où il était sur le pain de basket? Je dis ouais, mais c'est un peu ridicule. Enfin, j'avais cette espèce d'image d'un ange dans le ciel, voilà, à la fin du film, parce qu'il est mort et tout ça. Et je trouvais ça un peu ringard, disons. Et donc je lui dis, je suis pas sûr de le faire. Il me dit, fais-le. Et donc il arrête les gens qui étaient en train de ranger les camions. On fait ce plan-là, ça nous a pris un quart d'heure de plus. Et heureusement qu'on l'a fait, quoi. Et Marion, tout était le. C'est un peu la même histoire, c'est fou d'ailleurs. Là, c'est un peu le contraire. C'est moi qui ai forcé l'assistante parce qu'elle m'a dit, tu sais, le plan que tu voulais faire avec elle qui lève le bras et tout, on n'aura pas le temps de le faire. Et je lui dis, ah, j'aimerais bien le faire. Et du coup, elle s'est arrangée pour qu'on puisse le faire, mais c'était pareil. C'était un plan. C'est des plans où on ne sait pas ce qu'on filme, en fait. Là, quand je parlais tout à l'heure de chercher des choses, en fait, on cherche un truc, mais on ne sait vraiment pas ce qu'on cherche. Et ça, c'est des choses, à la fois, ça synthétise le film, parce qu'en plus, après, ces plans-là, c'est des trucs qui se retrouvent dans la bande-annonce, mais c'est des choses presque involontaires, enfin, c'est assez troublant, ça, ouais. Tu es étonné des fois quand. Parce qu'au montage, mettre une image derrière une autre, des fois ça crée des accidents qui sont surprenants. Ça t'arrive au montage des fois d'être surpris par la matière que tu as filmée? Oui, tout le temps, puis c'est ça que je cherche en plus. Donc, je le cherche au tournage en faisant des plans, ce qu'on vient de dire là, mais aussi dans les chocs de montage. Je parlais avec Ricardo du jury d'un raccord dans Chacun cherche son chat où elle laisse son chat à garder, elle part à la gare, donc on la voit marcher vers la gare, elle se baigne 3 secondes et elle revient de la gare, et c'était ses vacances. Et beaucoup de gens ont été troublés par ce raccord-là. Je sais qu'il y a pas mal de réalisateurs qui m'en ont parlé ensuite, parce que c'est une façon de raconter les vacances où en 5 secondes, à raconter, les vacances, ça dure toujours trop vite, quoi. C'est toujours trop rapide. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on trouve au montage, et on est bien content de les trouver, parce qu'il y a vraiment une espèce de choc qui se passe, et quand ça marche pour soi-même, ça a des chances de marcher pour les autres, quoi. Combien il y a de toi dans tes films? C'est compliqué de dire ça, parce que
Il y a des films, L'Auberge espagnole, c'est vraiment lié à donc, mon expérience d'étudiant à l'étranger. Donc il y a des choses qui sont vraiment des références à ce que j'ai connu. Je me rappelle les étudiants de NYU, ils avaient fait une fête le jour de départ, et puis je suis parti de la fête, et puis il fallait que j'aille à l'aéroport pratiquement en sortant de la fête. Donc j'ai reconstitué ça à la fin de Barcelone, quand Romain marche dans les rues de Barcelone. Il y a des choses comme ça qui sont vraiment copiées de moments très intimes. Parce que forcément, on sait qu'il y a une page qui se tourne quand on quitte la fête et qu'on part, et que je repartais à Paris, et je suis reparti à Paris. C'est-à-dire que c'était vraiment des moments importants, quoi. Donc, il y a des choses comme ça qui sont liées à soi. Le baiser dans L'Auberge espagnole, quand Audrey Tautou et Romain Duris s'embrassent, où il dit le trottoir était trop petit, et donc ils sont à moitié en train de se casser la gueule, en train de s'embrasser. Donc ça, c'était un truc, voilà, que j'avais vécu la première fois que j'ai embrassé une fille. Et du coup, vous voyez, il y a des choses comme ça qu'on met de soi. C'est pas forcément les choses les plus personnelles qui sont les plus efficaces. Donc c'est une espèce de mélange toujours entre des choses qu'on a vécues, qu'on essaye de retranscrire, et puis des choses qui sont liées aux films qu'on fait. Moi, j'ai fait des films sur des traders, des vignerons, des danseurs. Je ne suis pas danseur. Et donc, du coup, il y a des espèces d'inventions qu'on fait sur le sujet qu'on traite. Et souvent, parce que souvent, moi, les thèmes que j'aborde sont loin de moi, j'essaye de rendre ça personnel, mais d'une façon un peu étrange, quoi. Donc, ouais, c'est ça le but, je dirais, c'est d'être personnel avec des choses qui ne le sont pas forcément, quoi. Alors, je vais vous laisser la parole, parce que je suppose que vous avez probablement envie de poser des questions à Cédric, mais je voudrais terminer avec un clip pour vous montrer qu'il y a quand même pas mal de Cédric Clapiche chez Cédric Clapiche. Excuse me. You been playing music? What? You been playing music? I don't get it. Did you hear any music? I don't know. Le cinéma fait scintiller les yeux. Tu l'as fait? Voilà, est-ce que quelqu'un veut poser une question à Cédric? Madame, vous voulez le micro? Peut-être? Allez, je vais faire ça, je vais faire passer ce micro. Hop là. Alors, bien, on sent beaucoup de joie. Souvent, ça transpire dans vos films. Alors, vous êtes une personne joyeuse, vous êtes une personne qui est très heureuse. Alors, j'ai l'impression que mes films font plus pleurer qu'avant. Donc, il n'y a pas que des trucs joyeux. Ouais. Non, oui, si. Je vais bien, si c'est la question. Sinon, est-ce qu'il y a des auteurs qui vous inspirent? Alors oui, il y en a eu beaucoup. Je cite souvent Fellini quand on me pose la question, parce que Fellini, c'est mon grand maître, j'allais dire, mais je ne fais pas du tout les mêmes films que lui. Donc c'est un peu étrange à quel point c'est vraiment celui qui me plaît le plus, mais je n'essaye pas du tout de l'imiter. Il y a des gens comme Woody Allen, où je pense que là, par contre, je me sens plus derrière Woody Allen que pour Fellini, quoi. Il y a des gens comme Altman, parce qu'on en a parlé il y a quelques jours, là, où c'est vrai que Altman, c'est l'inventeur du film de groupe, je dirais. Il fait beaucoup de films chorales, comme on dit, avec beaucoup d'acteurs. Donc il y a des gens comme ça qui m'ont beaucoup influencé, et puis ça continue encore aujourd'hui. Des gens comme Scorsese, pareil, dont je suis très loin, mais j'adore son cinéma, donc il y a des gens comme ça que je vénère. Ouais. Est-ce que vous allez souvent au cinéma? Alors, dernièrement, j'y étais peu, mais c'est aussi parce que je travaille beaucoup. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu et que j'ai accepté d'être au jury. C'est que ça faisait longtemps que je n'avais pas été au cinéma. Je me suis dit, là, je vais faire 10 films en 4 jours. Et donc, je suis très content d'avoir vu plein de films ici. Mais non, je retourne en tout cas au cinéma parce que
C'est lié aussi, je pense qu'on a tous vécu, cette période de Covid nous a un peu éloignés des salles. Et du coup, il y a besoin d'une habitude pour retourner dans les salles. Ouais. Je peux aller. D'abord, merci infiniment pour tout votre travail jusqu'à maintenant avec vos films. J'aimerais que vous sachiez que la vie est beaucoup, beaucoup plus belle. C'est vraiment, on espère que vous allez tourner jusqu'à l'infini. Puis, je sais que c'est difficile à répondre à ma question, mais si vous aviez à choisir le plus beau de vos souvenirs de tous vos tournages ou la plus drôle situation, qu'est-ce que ce serait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous revient à l'esprit juste comme ça? Merci beaucoup. C'est compliqué de répondre à cette question. Il y a eu 4 tournages très marquants. Le Péril Jeune, c'est très marquant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se fabriquent. Et en plus, c'était 4 semaines de tournage, donc ça se passe pendant un mois. Et pendant ce mois-là, il se passe quand même vraiment des choses très importantes, notamment la rencontre avec Romain Duris, la rencontre avec celui qui est devenu mon producteur, Bruno Lévy. Il y a eu L'Auberge espagnole, c'est pareil, c'est un film de rencontre, un film très important. Où c'est des moments de cristallisation, où ce qui se passe comme ça à Barcelone entre nous, j'ai rencontré ma femme, il y a plein de choses comme ça qui se greffent et qui sont importantes. Il y a eu peut-être, je racontais l'histoire avec Belmondo, mais on a tourné en Tunisie, dans les dunes de sable, et je pense que tous les gens qui ont participé à ce tournage s'en souviennent d'une façon complètement gravée. C'était un tournage totalement fou. Et du coup, voilà, c'était vraiment un tournage très, très fort quand on l'a vécu. Et il y a eu ça aussi avec Ce qui nous lie, parce qu'on a travaillé en Bourgogne pendant presque un an. On revenait aux 4 saisons, donc on n'a pas travaillé un an d'affilée, mais on a travaillé à peu près un mois, 4 fois un mois, je dirais. Et du coup, j'en profite pour dire que comme il y a Pio Marmaille qui est quelque part dans cette ville, avec lui et avec François Civil et avec Anna Girardot, on avait vraiment vécu, je disais, donc grâce au vin. Il y a eu vraiment un tournage qui était très particulier, quoi. C'est-à-dire qu'on était très souvent bourrés, et pas pendant le tournage, mais le soir très souvent. Ouais. Oui, je reviendrai vers vous. Bonsoir, je suis très contente d'avoir la chance de vous parler. Monsieur Clapiche, j'ai préparé un petit texte, je vais faire court, mais voilà, je suis une grande admiratrice de votre travail, et voilà, vos films, ils font aussi partie de ma vie de famille, et surtout des répliques, voilà, qui encore avec ma famille, on se répète des mois, des années après. Le Péril Jeune, c'est mon film préféré. Et voilà, moi je voulais savoir, parce que vos dialogues, même dans votre avant-dernier, les répliques de Camille Cotin, c'est des petits bijoux de la langue française. Voilà. Moi, je voulais savoir, c'est quoi votre processus d'écriture, surtout des dialogues et des répliques, si vous êtes plutôt solitaire, si c'est à plusieurs. Voilà. Merci. Il y a eu les deux. Sur les 14 longs métrages que j'ai fait, il y en a 7 que j'ai fait seul. Et sinon, alors, dans la petite scène que vous avez vue du Péril Jeune, où j'apparais là, avec une femme là, qui est la mère de mes 2 premiers enfants, et puis les 2 garçons qui sont derrière moi, c'était les 2 scénaristes du Péril Jeune, et c'est 2 avec qui j'étais au lycée, donc Alexis Galmo et Santiago Amigorena. Et là, dernièrement, je travaille beaucoup avec Santiago Amigorena. Les 4 derniers films, je dirais, c'est écrit avec lui. Et j'aime bien ce processus d'écriture. Là, La Salade grecque, c'est écrit. Il y a eu à peu près 6 personnes qui ont écrit sur cette série, puisque c'est 8 fois 52 minutes. Et ça, c'était un procédé très collectif. Donc, il y a eu les deux. Il y a eu des films écrits très seuls, je dirais. L'Auberge espagnole, Chacun cherche son chat, c'est vraiment des films écrits seuls. Mais c'est plus des films de mise en scène que des films de scénario. Mais par contre, vous avez raison de relever le fait que les dialogues, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi, sur le fait qu'il y a une sorte de musique des mots, qu'il y a des formules qui sont devenues importantes. Donc là, je revoyais l'extrait Bakri, pas aujourd'hui, mais il y a quelques jours, j'ai vu Bakri qui dit Mollo sur le destroy. Là. J'adore cette phrase, et une fois qu'on a trouvé cette phrase, on est content, quoi, parce qu'on se dit tiens, ça c'est bien, Mollo sur le destroy. Donc voilà, il y a des espèces de formules comme ça qu'on trouve, on est devant la page blanche, et c'est des dialogues qu'on trouve,
ou même toute la fin de l'Auberge espagnole. Je me rappelle, c'était en scooter, et j'ai pensé à la voix off de la fin de l'Auberge espagnole. Et j'ai arrêté mon scooter, et je ne sais plus sur quoi j'écrivais à l'époque, si j'avais un carnet ou quoi. Et j'ai écrit, j'avais encore le moteur, et j'ai écrit la fin de l'Auberge espagnole. Et je pense que la dernière minute de l'Auberge espagnole avec la voix off, c'est intégralement écrit dans une rue. Enfin, c'est très bizarre comment ça vient, quoi, les procédés d'écriture, quoi. Oui, bonjour. En fait, je voulais pas poser une question, mais je voulais juste vous remercier en fait pour le cinéma que vous faites. Je suis en train de le redécouvrir avec mes 2 adolescentes qui ont vu là l'Auberge espagnole, les Poupées russes, Casse-tête chinois, et elles adorent. Donc, elles ont 13 ans et elles sont vraiment très contentes en fait d'avoir découvert vos films. Et elles sont des fans de Appeler mon agent. Ici, le titre français. Et en fait, tout à l'heure, c'est une anecdote, mais j'ai trouvé ça rigolo parce que vous vous en souvenez pas, mais on s'est déjà rencontrés et on a même déjà dansé le tango au festival. Et il parlait de danse et ça m'a rappelé, en fait, parce que dans mon ancienne vie, j'étais productrice et j'ai produit mon premier long métrage, c'est un faux documentaire de Philippe Falardeau, La moitié gauche du frigo. Et on était à Clermont-Ferrand avec des copains, avec une bonne amie à moi qui travaille en cinéma à Paris. Et on s'est retrouvés dans une fête et il y avait justement toute la bande s'est mise à danser et on s'est retrouvés à danser ensemble le tango. Et on ne se connaissait pas. Donc, ça m'a fait rigoler quand j'ai vu tout à l'heure tous les trucs sur la danse. Je me suis dit, mais c'est rigolo parce que j'ai dansé avec Monsieur Clapiche. Voilà. Et vous appelez comment? José Roberge. Okay. Je travaille à TV5 maintenant. Okay. Merci. Donc Cédric Clapiche danse. C'est la vraie info de cette masterclass. Bonjour. Je voulais poser une question sur... vous avez parlé beaucoup du fait de chercher, puis travailler à chercher. Est-ce que c'est un travail beaucoup qui est collectif aussi avec tous les comédiens, puis avec toute l'équipe de tournage, ou est-ce que c'est plus vous qui avez des idées, puis là qui les testez avec... C'est un peu les deux. Parfois, on impose des idées et parfois, on cherche ensemble. Et en général, alors, notamment dans l'écriture, c'est vraiment celui qui a la meilleure idée qui gagne, quoi. Mais ça peut être ça sur le tournage. C'est-à-dire que moi, je sais que quand il y a quelqu'un, ça peut être mon assistant ou mon assistante, ça peut être la script, ça peut être le chef opérateur, ça peut être un acteur qui me dit ça, je le sens pas, ou est-ce que ça serait pas mieux de faire ça ou de dire ça. Les gens sont assez bienvenus, quoi. Puis là aussi, c'est un truc où dans le travail, les gens se permettent ça sur la longueur, quoi. Là, donc la recherche, elle est vraiment constante. Mais justement, moi, j'aime bien le fait de pas imposer quelque chose aux acteurs, par exemple. C'est-à-dire que pour moi, on cherche ensemble. Et donc, du coup, on fait plusieurs prises. Et si on n'a pas trouvé la première prise, c'est pas grave parce qu'on a plusieurs prises pour essayer de trouver. Et quand c'est pas bien, moi, je le dis très franchement. Je dis, là, ça marche pas du tout. Et c'est pas pour dire t'es mauvais, c'est pour dire on continue, quoi, à chercher. Donc, je pense que les gens aiment bien ce processus de travail où on essaye de trouver quelque chose. Et donc, au départ, on ne sait pas ce qu'on cherche, encore une fois, quoi. Bonjour. Vous filmez souvent hors de France et là vous parliez de votre série Salade grecque qui, il me semble, tournée à Athènes. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a touché dans la ville d'Athènes ou en Grèce en général? C'est une ville que j'aime beaucoup, donc je suis ravie d'avoir appris que vous aviez tourné cette série là-bas. En fait, j'ai vraiment tourné là-bas parce que c'était par rapport au concept, disons, de la série, où là, il fallait que ce soit à la suite de la trilogie de l'Auberge espagnole. Et la Grèce, c'était vraiment pour parler de la frontière de l'Europe. Et donc, c'était vraiment une espèce de comparaison entre ce qu'était Barcelone il y a 20 ans et ce qu'est aujourd'hui la Grèce, à la suite de la crise de 2010, où certainement parmi les pays européens, c'est le pays qui a le plus souffert de la crise économique. Et c'est un pays qui borde la Turquie et qui reçoit les migrants. Et du coup, par rapport à la thématique qu'on voulait développer, on a choisi Athènes.
Et donc, je ne l'ai pas choisi comme j'ai choisi New York, j'avais envie de tourner à New York, Saint-Pétersbourg, j'avais envie de tourner à Saint-Pétersbourg. Donc, c'était vraiment plus des envies de la ville elle-même. Là, c'était vraiment plus pour le thème, plus le fait que c'est le berceau de la démocratie, c'est le berceau de l'Europe. Je sentais qu'il y avait quelque chose d'un peu essentiel par rapport à cette idée de décrire l'Europe en allant en Grèce. Et j'ai adoré être à Athènes, et je pense que ça a été vrai de tout le monde. On a passé presque un an à Athènes, et c'est une ville extrêmement agréable pour vivre, quoi. Donc il y a quelque chose qui ressemble à Montréal, parce qu'à Montréal, les gens sont très sympas, mais la température est mieux à Athènes. Et non, mais il y a vraiment quelque chose qui se ressemble, je trouve, dans la... ici, je pense que tous les Français vous le disent, que vous êtes sympathique. Et il y a un truc comme ça en Grèce où on est étonné du côté sympathique des gens. Quand on est Français, on est étonné. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui est super agréable, quoi, dans la vie qu'on a. Et par contre, c'est vrai que la ville est super agréable, quoi. Je vais continuer sur une question géographique. Est-ce qu'il y a une ville ou un pays qui vous habite et que vous n'avez pas encore filmé ? Il y en a plein que j'ai pas filmé. Non, ça change en fait, parce qu'il y a un moment je disais Hong Kong, et là je suis pas sûr de vouloir tourner à Hong Kong. Il y a pareil d'ailleurs avec Rio, je disais c'est des villes que j'adorerais filmer. Mais voilà, il y a l'évolution sociale, économique, politique fait que ces choses-là ça change. Il y a Marseille, c'est une ville où j'aimerais tourner. Et voilà, il y a des villes comme ça où on est attiré par... c'est un ensemble d'ailleurs, parce que Marseille, c'est pas forcément l'architecture, c'est vraiment une espèce d'ambiance qu'il y a dans la ville. Ça peut être la lumière aussi, il y a une lumière qui est magnifique à Marseille. Donc voilà, il y a des choses comme ça où, de la même façon que quand j'ai fait Ma part du gâteau, j'avais envie de tourner à Dunkerque. Donc il y avait un truc attirant pour moi dans le fait de filmer le nord de la France. Et parallèlement, j'ai tourné aussi Venise. Il y avait aussi un truc où j'avais envie de tourner à Venise. Mais donc c'est très variable ces histoires de désir, parce que c'est vraiment assez circonstanciel, quoi. Alors oui, c'est une sorte de New York asiatique, quoi. Mais c'est des villes... C'est un truc que je développe pas mal dans l'Auberge espagnole. La notion de bordel m'intéresse beaucoup quand il y a une espèce de foisonnement, de côté chaotique, disons. Et c'est vrai que les villes très urbaines, très chaotiques sont intéressantes pour moi. Et donc Hong Kong, c'est assez imbattable sur le sujet. Donc voilà, oui, ça donne envie, ça. Je te conseille Saïgon, c'est pas mal. Il a même tourné en bas de chez moi, donc... voilà, on va devoir se quitter parce que Cédric va devoir aller voir un dernier film. Mais avant, j'aimerais lui poser une dernière question, si vous voulez bien. Tu viens de te livrer généreusement à cet exercice de revenir sur ta carrière. Comment tu ressens cet exercice, et puis qu'est-ce que ça te fait de revoir ces extraits, de revoir cette carrière de Mambo, ce tout premier court-métrage donc tourné aux États-Unis jusqu'à maintenant? C'est drôle parce que je découvre en fait des choses. C'est-à-dire qu'avec le recul, là maintenant ça fait 30 ans que je fais du cinéma, et donc du coup je commence à être étranger avec ce que je viens de voir. Donc ça permet d'avoir enfin c'est pas une meilleure vision, mais en tout cas une autre vision, parce que c'est vrai que quand on vient de finir un film, là donc il y a eu encore où on passe beaucoup de temps à regarder chaque image, écouter chaque son, donc on connaît les trucs par cœur. Et puis finalement, il faut plusieurs années pour oublier, en fait. Donc là, il s'est passé ça avec Salade grecque, et ça a été vraiment une expérience super avec tous les acteurs du film, notamment avec Alyosha Schneider. Et c'est vrai que quand on est très proche de ce qu'on vient de faire, enfin là actuellement, Salade grecque, je ne pourrais pas le juger. Là, j'ai l'impression de pouvoir mieux juger les choses que je vois parce que je m'en suis éloigné, quoi. Donc non, c'est plutôt agréable d'avoir cette espèce d'exercice nostalgique comme ça. Ouais. Voilà, je crois qu'on peut remercier chaleureusement Merci. Cédric. Merci à vous tous d'être venus si nombreux.
C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup.